Alors, c'est parti. Donc, je me présente en 2 secondes parce que 15 minutes, c'est pas très long. Du coup, je m'appelle Alexandre Delec, je suis développeur pour la Maïf. Je fais du Java, du Scala, du JavaScript essentiellement, et je travaille un petit peu sur la partie OSS de la Maïf. Alors, du coup, c'est toujours stylé de mettre un truc de Steve Jobs, donc j'en profite. Donc en gros, JPA et Mongo. Donc si vous aimez vraiment bien JPA et que ça vous convient, du coup c'est parfait. Si vous aimez Mongo, pareil. Mais du coup, si jamais en fait vous trouvez que JPA c'est trop complexe, que du coup ça vous empêche de faire du SQL natif ou ce genre de choses là, et que vous savez pas comment faire autrement, ben là ça va peut-être vous intéresser. Et même chose pour Mongo, en fait, si vous aimez bien le côté schémaless de Mongo, mais qu'il vous manque les jointures ou d'autres features des bases relationnelles, du coup, ça peut vous intéresser aussi, ce talk-là. Donc les ORM, à la base, c'était fait pour avoir en fait une version objet de la base de données, donc comme ça, c'est plus facile à manipuler en Java, et donc on peut avoir plein de choses, la matérialisation des relations 1N et tout ce genre de choses-là. Donc sur le papier, c'est super cool. Moi, quand j'ai commencé avec ce genre de choses-là, c'est-à-dire qu'en fait, on avait peut-être la moitié du projet, c'était du XML, pour essayer de mapper en fait la base de données aux objets Java. Du coup, c'était un peu difficile à vivre. Et puis après sont arrivées les annotations, donc là on s'est dit, ouais, c'est super, on met quelques annotations sur notre Pojo, ça fait le mapping tout seul et tout. Sauf que, manque de bol, on se prend des erreurs de ce genre-là. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ce type d'exception. En fait, c'est lié au fonctionnement interne de Hibernate, et celle-là aussi, elle est pas facile à résoudre. Et en fait, au bout d'un moment, on commence vraiment à se poser des questions, et on se dit, est-ce que le prix à payer pour utiliser JPA et gérer tous ces bugs-là, en fait, il faut vraiment le payer, alors que si on utilisait du SQL natif, on n'aurait pas de problème. Un autre souci aussi qu'on a, c'est donc il y a le JPQL, c'est une sorte de SQL, mais pas vraiment. Donc en fait, on se retrouve, par exemple, des fois en dialogue avec les DBA, ils vont nous écrire des requêtes optimisées et tout, on va se dire, tiens, on va la transformer comme ça, mais en fait, c'est pas pareil, donc faut savoir comment ça fonctionne derrière et tout, donc ça crée plein de soucis. Donc au bout d'un moment, on en a un petit peu marre de tout ça, et il faut trouver d'autres solutions, quoi. Donc de quoi on a besoin? En fait, en général, ce qu'on veut, c'est être capable de lire une donnée dans la base, et pour chaque résultat set, le transformer en un POJO. Ça, c'est le truc le plus simple. Donc ça, c'est relativement facile à faire, donc on n'a peut-être pas besoin de JPA pour ça. Le truc un peu plus compliqué, c'est de mapper les relations. Donc on a un POJO qui est lié à une liste de POJO, et ça, quand on veut le faire en Java, en fait, ça devient compliqué, et c'est là où JPA nous sauve la vie. Et je vais essayer de vous proposer une solution pour arriver à ce résultat-là autrement. Et le dernier truc, c'est faire des inserts en base facilité, donc en gros, éviter d'avoir à faire un insert into table avec la liste des attributs et devoir répéter ça plusieurs fois. Du coup, les outils de la démo, donc il y a du Java 13 pour le multi-line string, parce que pour écrire du SQL, c'est plus pratique. Le client Postgre Vertix, qui du coup est un client non bloquant pour Postgre et qui fonctionne plutôt pas mal. Et pour gérer du JSON, il y a du Vertix, la lib Vertix qui s'appuie sur Jackson. Le modèle de données que je vais vous montrer, c'est un truc très très simple, donc c'est des vikings qui sont dans des dracars, et donc comme ça, il y a les relations dans les deux sens, et voilà. Ok, il est où le truc? Donc c'est parti. Donc si je fais un select étoile from viking, ah c'était pas loin, ah oui si c'est bon. Du coup je vois que j'ai ma table avec mes différents attributs. Donc le premier truc, c'est d'essayer de mapper ce résultat set dans un objet Java. Et en fait, il y a un truc qui est très pratique dans PG, c'est une feature qui s'appelle row2json. Hop. Et là, je fais v.étoile, tac. Et si je fais ça, du coup, tout de suite, en fait, j'ai la même chose, sauf que toutes les colonnes, enfin tous les noms de colonnes, ça correspond à mon nom dans mon JSON, et la valeur, elle est en face. Donc là, d'un coup, ça devient super facile à gérer en Java. Et donc, si je viens sur mon petit projet Java qui se retrouve ici, alors je vais juste... non, je peux pas diminuer ça, si c'est où? Voilà. Donc là, au début, bon, ça c'est un peu de la tuyauterie, en gros c'est pour se connecter à la base. Ce qui est important, c'est ici où là, je vais pouvoir écrire ma requête. Et en fait, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... pour chaque résultat de mon résultat set, le transformer en JSON automatiquement. Donc si je reprends la requête qui est ici,
Mince. Hop, je vais la coller là, je vais juste faire un limite 10 pour pas qu'il me remonte toute la base. Alors c'est comment si je fais ça, hop. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, première mission accomplie, j'ai transformé ma ligne directement en... donc mes Peugeot ils sont juste en dessous, hein, mon Viking il est là. J'ai juste mis des annotations Lombok là pour faciliter les choses, mais grosso modo il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc maintenant la deuxième étape c'est d'arriver à faire une jointure. Donc en fait là l'idée c'est de récupérer les dracars avec la liste des Vikings qui sont dans chacun des dracars. Donc là j'ai ma petite query qui s'appelle jointure. Donc là, j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, je pars de mes dracars, je fais la jointure sur les Vikings, et là, je fais retour JSON sur les dracars, retour JSON sur les Vikings, et sauf que là, en fait, mon dracar, il est démultiplié autant de fois que j'ai de Vikings dedans, quoi. En gros, c'est le principe de la jointure, et en fait, c'est ça qu'on voudrait gérer plus facilement. Et bien, en fait, il y a une syntaxe qui permet de faire ça facilement. Donc déjà, on va commencer par faire un group by. On va faire dracar.étoile. S'il veut bien. Oui. Et en fait, là, ici, hein, il y a une feature qui s'appelle Array Agrégation, qui va permettre de regrouper ça dans un tableau. Donc là, c'est l'affichage d'IntelliJ qui est pas terrible, mais en gros, là, ici, ce que c'est un tableau des Vikings qui correspond en face, quoi. Et là, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, donc là, je vais transformer ça, je vais lui dire que c'est du JSON-B, je vais faire un pipe, et là, j'ai un object, il est où? JSON Object Builder. Je vais l'appeler members. Hop. Ça. Là, il faut que je le recaste en JSON-B. Tac. Et là, du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, ça, c'est un objet JSON. Ça, c'est un deuxième objet JSON avec juste un attribut members où il y a le tableau dedans. Et ça permet de merger les deux objets. Et donc là, en fait, dans cette requête-là, grosso modo, le résultat, j'ai directement la liste de mes membres en face. Donc si je la prends en Java, du coup, c'est comme tout à l'heure. Pas grand chose, alors je vais refaire un limite 10. Hop. Et du coup là ce que je veux c'est plus un Viking mais un dracar. Hop. Donc là j'ai bien mes dracars avec ma liste de Vikings. Donc là en fait juste en faisant un petit peu de SQL et puis voilà avec un peu de bidouille, finalement on peut arriver à faire donc gérer ces relations. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Eh bien oui. En fait, ce qu'on peut faire, c'est directement stocker du JSON dans Postgre. Donc là, en fait, autant sur la première partie, en fait, on fait on crée des tables classiques. On est plus proche du SQL classique et du coup, c'est juste au moment où on va lire les données qu'on va les formater différemment. Mais une autre approche, c'est de dire, ce qu'on fait dans Mongo, par exemple, on va pouvoir le faire dans Postgre, c'est-à-dire stocker du JSON, créer des index dessus pour le rechercher. Donc si je refais mon select étoile from, et là, du coup, j'ai une deuxième table qui s'appelle Viking JSON. Si j'exécute ça, donc j'ai juste deux attributs, un identifiant et un champ de JSON, où en fait il y a mon Viking qui est stocké dedans, et là en fait j'ai la possibilité de faire une recherche avec une syntaxe qui est ce qu'elle vaut mais qui existe. En gros l'idée c'est de dire on va créer une sorte de masque, et en fait ça va filtrer dessus, donc là par exemple si je mets name ça, là, ça va me filtrer tous ceux qui ont le nom qui s'appelle comme ça, quoi. Et en fait, là, ça peut être un objet plus compliqué. En fait, du coup, ça va appliquer ce filtre sur l'objet et ça va filtrer les résultats. Donc ça marche assez bien avec des perfs plutôt cool parce qu'en fait, on peut créer un index qui s'appelle Gin et qui permet en fait d'indexer tous les attributs du JSON. Donc, je vais pouvoir chercher sur n'importe quel attribut. La seule limite, c'est quand j'ai des tableaux à l'intérieur ou quand j'ai des attributs de type date. En fait, ça se fait pas bien. Donc nous, sur le projet sur lequel on travaille, en fait, on fait un truc un peu hybride, c'est-à-dire le gros du Peugeot, il est stocké dans un attribut JSON, et tous les champs de recherche, on met des colonnes au besoin à côté, quoi. Et donc avec ça, je peux faire des jointures aussi. Donc j'ai une super requête qui doit être full JSON. Et donc là, ça va faire un peu la même chose que tout à l'heure. Donc en gros, là, j'ai mes différentes relations comme tout à l'heure, sauf que j'ai plus besoin de faire le retour JSON parce que je lis juste la donnée JSON directement. Et puis après, je peux faire des jointures, y compris sur des attributs qui sont dans le JSON, en faisant comme ça, quoi. Okay. Donc là, évidemment, je peux reprendre
cette requête-là, hop, la mettre ici, et puis du coup, si je l'exécute, normalement, j'ai la même chose que tout à l'heure. Et donc l'intérêt aussi de stocker du JSON directement, c'est qu'en fait toutes les problématiques d'insert et d'update qu'on peut avoir pour prendre notre Pojo Java et en fait créer le bon update avec tous les attributs à l'intérieur, etc. Et ben en fait avec cette approche-là, finalement, quand on fait un insert en base, on n'a qu'un seul attribut à mettre, c'est notre objet en JSON. Donc là j'ai un exemple de ça. Donc là du coup la requête elle s'est exécutée là, et donc j'ai bien tout ce qu'il faut. Donc si je prends ça, je le mets en commentaire, et là j'ai un truc qui s'appelle, voilà. Donc là je fais un insert into Viking, l'id, le JSON, j'ai mes deux valeurs qui sont ici, et donc en gros là j'ai vraiment juste deux choses à rentrer dedans, et c'est bon. Donc là si je fais, si j'exécute ce code là, et donc là je peux chercher, si je fais select, étoile, from Viking, JSON, where, c'est comme tout à l'heure. Ah, j'arrive pas à taper. Tac, et voilà, du coup là j'ai la donnée que je viens d'insérer. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc évidemment, en fait, l'intérêt de Postgres, c'est qu'on peut avoir une approche hybride. Donc on va avoir un peu le meilleur du schemaless, le meilleur du relationnel. En plus de ça, il y a de la recherche full text qui est possible. Il y a de la recherche géospatiale. Donc voilà, c'est une base super polyvalente. Donc en fait, tant qu'on n'a pas besoin d'aller dans des choses très avancées, des bases de données, et ben en fait, ça fait très bien le job. Et en plus, maintenant, un intérêt, c'est qu'il y a plein de drivers non bloquants qui ont été codés pour Postgres. Donc on n'est plus obligé d'utiliser du JDBC, on peut avoir des applis super performantes avec tout ça. Ça existe aussi dans d'autres bases de données, dans Oracle, on peut aussi faire du JSON, donc c'est un peu moins bien que dans Postgres, mais ça existe. Je crois que ça existe aussi dans SQL Server et dans... je sais plus les autres. Mais bref, il suffit de regarder un peu les documentations, et maintenant il y a des choses comme ça un peu partout. Donc voilà pour moi, j'espère que ça vous a plu. Il reste 2 minutes 30 et 29 maintenant. Donc si vous voulez poser des questions, c'est possible. Voilà. Ouais. Ouais, donc en gros... là, pour le coup, je sais pas le faire, mais j'imagine que... il faudrait voir, pouvoir s'outiller un peu, d'arriver à essayer de générer une requête un peu à partir de des attributs, en fait, de faire le... Alors, faut faire le create, enfin le insert et le update, mais bon, voilà, quoi, ça doit pouvoir se faire. Non, c'était quoi? En fait, il y a une autre syntaxe que je peux vous montrer, c'était celle-là. En gros, en fait, on peut faire un select dans le select, en fait. Et du coup, ça permet de gérer les relations comme ça aussi. Oui. Alors, donc cette approche-là, là, du coup, c'est la même, enfin, c'est un update classique. Après, quand on stocke du JSON, bah, c'est la même chose. Hein. En fait, on fait un update, on fait juste set le champ JSON égale la valeur, et après, donc il y a deux représentations dans Postgre, il y a JSON et JSON-B. Et en fait, JSON-B c'est plus performant, quoi, parce que du coup, il est déjà converti comme il faut, quoi. Ouais. Et alors, du coup, il y a des opérations pour faire des mises à jour partielles aussi. En fait, il y a tout un tas de fonctions qui permettent de récupérer les clés ou de faire tout un tas de choses dessus. Donc ouais, il y a pas mal de trucs, quoi. Non, même les JSON stockés en base. Alors je crois que du coup, quand il y a vraiment des gros volumes, il est un peu moins performant parce que il arrive pas à calculer en fait bien à l'avance les optimisations qu'il peut faire. Mais nous là, on est une table où je sais plus, il y a à peu près 12 millions d'enregistrements, et en fait, on a zéro problème de perf dessus, quoi. En tout cas pour le moment, passer cette volumétrie là, en tout cas, c'est sûr que ça marche. Oui. Ouais. Mm. Bah moi je fais un mix des deux en fait. C'est-à-dire qu'en fait des fois je vais avoir des choses qui sont embeddées dans des tableaux ou des choses comme ça. Après à partir du moment où on veut vraiment commencer à faire des recherches sur des trucs qui sont à l'intérieur du tableau, moi je dirais qu'il vaut mieux le sortir dans une table à côté et de faire une table de jointure parce que du coup ça marchera mieux. Bah du coup c'est fini. Et merci.